Bonjour et bienvenue à tous à cette interview du April Cosmetics Festival où l'on va parler de l'histoire des cosmétiques, d'efficacité, de tolérance et de changement de regard au fil des ans. Nous avons la chance d'être en duplex avec Céline Couteau. Bonjour Céline. Bonjour Rachel. Bonjour, vous êtes docteur en pharmacie, maître de conférences à l'Université de Nantes et surtout une passionnée d'histoire des cosmétiques, spécialiste du domaine de la protection solaire. Vous êtes à l'origine de nombreuses publications sur ce thème d'ailleurs. Je vous laisse la parole, Céline, pour cette rétrospective historique sur les cosmétiques. Merci beaucoup. Et puis un grand merci déjà à Pierre Morvan et à Anne-Claire Roudot de m'avoir invité à ce festival. Alors aujourd'hui, on va porter un regard sur l'histoire des cosmétiques et en s'intéressant tout particulièrement à deux éléments. D'une part l'efficacité, d'autre part la tolérance. Et on va constater qu'au fil des ans, au fil des siècles, effectivement, le regard du consommateur va changer. Alors, on va suivre un plan qui va être extrêmement simple dans la mesure où la présentation est courte et j'ai décidé de scinder cette présentation. Considérer que pendant cette longue période, on était sur un mode d'histoire lente. Le public a une confiance aveugle dans les cosmétiques. Quand je dis le public, alors c'est un public de choix évidemment, puisque c'est pas la paysanne dans son champ qui va utiliser des cosmétiques, mais c'est la personne de la noblesse, la personne qui a les moyens et le temps d'utiliser des cosmétiques. Elle utilise un peu tout et n'importe quoi, et pour la représenter, pour la symboliser, j'ai pris la petite Blanche-Neige toute naïve qui va croquer dans la pomme empoisonnée, le cosmétique empoisonné, sans se douter qu'il y a un danger là-dedans. Et puis la deuxième période, c'est la période qui va approximativement de 1970 à aujourd'hui. Et on va passer pour le coup sur un mode d'histoire rapide. On est dans une société où tout va vite, tout va trop vite. On a une information qui tombe tous les jours. Tel ingrédient qui était parfaitement sûr hier est parfaitement dangereux aujourd'hui. Donc, il y a une grande labilité des informations. La consommatrice, maintenant, c'est aussi bien l'agricultrice, il n'y a plus de noblesse ou très peu, que la personne de la grande bourgeoisie. Donc, toutes les classes sociales sont touchées. Et on a un peu l'impression qu'en allant prendre sa douche, en rentrant dans sa salle de bain, on rentre dans une centrale nucléaire et on met sa vie en danger, on met sa vie en péril. Donc de grandes périodes. Alors, on va commencer évidemment, on va prendre le curseur dans le bon sens, on va repartir dans l'Antiquité, et c'est difficile de parler d'Antique sans parler d'Ovide. Ovide, c'est quelqu'un qui est extrêmement prolixe. Il a beaucoup écrit sur l'amour, l'art d'aimer. Il a été voilà, très prolixe sur le sujet. Dans ses ouvrages, il va nous dire qu'il a des élèves qui sont bien lotis ou moins bien lotis par la nature, et il a envie d'aider ses élèves à se sentir mieux, donc à acquérir un peu plus de bien-être, en améliorant leur allure, en masquant un pied qui est trop petit, qui est trop grand, en masquant une taille qui est trop fine, trop grosse. Donc, il va trouver des solutions, aussi bien par les vêtements qui peuvent être portés que par les cosmétiques qui vont être utilisés. Donc moi, j'aime bien comparer cet Ovide à Christina Cordula. C'est en fait un relooker qui, si on l'écoute, est capable de transformer une vampe en Miss France et même dans ses bons jours en Miss Europe.
Donc, il est toujours intéressant d'aller regarder ce que nous dit Ovide et on va se rendre compte que c'est toujours extrêmement d'actualité. Donc, on va aller piocher sur la diapo suivante, on va aller ouvrir un ouvrage d'Ovide et on n'aime pas ça, mais tant pis, on va le faire pour une fois. On va s'amuser à faire une recette, les fameux DIY qui plaisent tant. Alors, Ovide va nous donner une recette pour avoir un teint absolument magnifique, un teint qui irradie, un teint lumineux. Alors au niveau de sa recette, on est vraiment dans le DIY, dans la recette de cuisine. On a de l'orge, on a de l'herse, c'est-à-dire des lentilles, on a des œufs, on a des gommes, hein, genre gomme arabique pour lier l'ensemble. On a de la farine d'épeautre, on a du miel. Bon, alors il y a un ingrédient, vous aurez du mal à le trouver, où c'est pas la saison en plus, c'est la corne de cerf, mais bon, on peut éventuellement y arriver. Et puis des oignons de narcisse. Donc on va mélanger tout ça, on va en faire un brouet et on a un cosmétique miracle. Alors effectivement, ça va, paraît-il, nous donner un teint plus uni et plus brillant que le miroir. Alors, dans cette formule, il n'y a pas grand-chose, hein. On a formé une espèce de pâte et je pense qu'on s'est plâtré le visage exactement comme si on plongeait la tête dans un pot de farine. Alors, il a le petit plus d'Ovide nous dit un peu, voilà, pour les grands jours, quand on veut vraiment potentialiser l'effet de cette crème, on va pouvoir rajouter de la céruse, cette fameuse céruse qui est un sel de plomb, dont la toxicité évidemment est connue, et que l'on va utiliser pour blanchir le teint depuis l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. On va avoir du mal à se séparer de ce sel de plomb qu'on va retrouver dans beaucoup de cosmétiques pendant énormément longtemps, pendant très longtemps. Alors, Moyen-Âge, effectivement, on est toujours sur la céruse. La céruse, on va la retrouver en permanence. Si on va dans les ouvrages de Vincent Sarténas, qui nous donne un certain nombre de recettes pour être jolie, pour avoir une peau en pleine santé, il va donner une recette de différentes fleurs, des fleurs de couleur blanche. On est sur le principe de similitude. On a envie d'avoir un teint blanc, on utilise des fleurs de couleur blanche. La rose, le nénuphar, le lys. Alors évidemment, dans le cas du lys, on a le pistil qui est jaune. Donc on nous dit, faites attention, surtout ne mettez pas le pistil avec la fleur. Vous allez malaxer tout ça avec de la mie de pain et vous allez obtenir, vous voyez, c'est très joli cette diapositive, un teint de fleurs, un teint de rose, de nénuphar, de lys. Alors, ça, c'est joli. Ça, c'est déjà du marketing. Vincent Sarténas, il appuie là où ça fait plaisir, là où ça fait du bien, en nous disant, voyez, ma formule, elle est sympathique, elle est naturelle. Et puis, badaboum, quand on la regarde de près, quand on est un peu plus critique, on va voir, paf, la voici qui arrive, c'est la céruse. Donc, dans notre préparation, c'est pas mal de mettre de la céruse. Effectivement, si on se limite aux différentes fleurs, on aura peut-être un peu de mal à avoir un teint de geisha. Avec la céruse qui agit de deux façons différentes, d'une part en provoquant une anémie, donc forcément pâleur du teint, et d'autre part par un effet couvrant, un effet plâtrage, là, on vous garantit un teint pâle sur facture. Alors, on avance toujours. Alors, on a fait un bond, évidemment. On est limité dans le temps, donc on ne va pas passer siècle après siècle. Au 19e siècle, il y a quand même un petit germe de doute. Déjà, il y a une littérature dans le domaine cosmétique qui commence à s'étoffer. Que l'on soit dans l'Antiquité ou que l'on soit au Moyen-Âge, les livres, ce sont des éléments précieux. On n'en a pas par dizaines. Au 19e siècle, en revanche, on a une bourgeoisie qui commence à s'intéresser de près aux cosmétiques, qui souhaite se spécialiser, on va dire, dans le domaine, et on a un certain nombre de médecins ou de pharmaciens qui vont rédiger des formulaires. Moi, j'aime beaucoup l'histoire des parfums et de l'hygiène de la toilette de Septime Pièce. C'est un ouvrage qui est très très bien fait, qui est
et on peut faire vraiment des similitudes avec ce que l'on observe dans la communication aujourd'hui. C'est-à-dire que ce monsieur Pièce va nous parler d'une part de cosmétiques innocents, donc qui sont réalisés avec des ingrédients parfaitement dénués de toxicité, alors parfois d'ailleurs même dénués d'efficacité, et puis d'autre part on a des cosmétiques qui reposent selon lui sur des matières premières qui sont toxiques. Donc voyez, le yucca du 19e siècle se trouve déjà dans des formulaires cosmétiques avec des médecins ou des pharmaciens qui nous disent sur le marché, mesdames, vous allez trouver deux catégories de cosmétiques, ceux qui sont parfaitement sains pour la santé et ceux qui vont mettre votre santé en péril. Et Pièce va même insister lourdement en disant, méfiez-vous, mesdames, c'est souvent quand l'argumentaire publicitaire est le plus élogieux, le plus éloquent, c'est lorsqu'on insiste en disant notre produit a des propriétés thérapeutiques, il est ceci, il est cela. Pour Pièce, c'est vraiment ces cosmétiques-là qui sont les plus dangereux. 20e siècle, on a des éléments. Là, on va avoir des cas cliniques, on a quelque chose, entre guillemets, à se mettre sous la dent. Donc, 20e siècle, on a des doutes qui se confirment. Alors, bon, c'est vrai qu'on a l'habitude de parler du talcum orange. Là, c'est des problèmes de BPF, donc on ne va pas en parler aujourd'hui. Moi, j'ai souhaité vous parler plutôt d'une affaire qui est restée assez silencieuse. Il y a peu de gens qui la connaissent. C'est l'affaire des talcs boriqués qui était très en début du XXe siècle. Donc les mamans, pour éviter l'érythème fessier, talquaient les fesses de leur bébé, et dans ce talc, il y avait un adaptateur de pH. Alors c'est assez flou sur ce qui a été utilisé, puisque au niveau des publicités, on vous parle souvent de talc boraté. C'est le cas du talc Mennen qui pouvait, comme l'affiche le précise, aussi bien servir pour le papy qui avait de la barbe que pour le bébé qui avait ses fesses à talquer. Donc, on n'est pas très clair. Sur les publicités, on nous dit talc boraté, donc on pense qu'il y a du borax, du borate de sodium, qui serait là pour élever le pH. Quand on regarde la littérature, c'est plutôt de l'acide borique qui, quand le talc est mis en milieu aqueux, permet d'acidifier la préparation, visiblement, qui était de pH alcalin. Bon, que ce soit l'acide borique ou borax, on va avoir le même résultat au final. Ces ingrédients ne sont absolument pas adaptés pour les bébés et on va avoir des cas de décès de bébés qui ont eu leurs fesses talquées par ces dérivés-là. Il y a des médecins qui vont s'insurger en disant c'est pas très normal, d'autant que ces ingrédients ils ne sont pas forcément nécessaires, ils peuvent être remplacés aisément. Donc il faut absolument interdire le borax, l'acide borique. Alors là, il faut bien voir qu'on est dans les années 50. Alors, ce que l'on peut constater aussi, c'est que la réglementation, elle est un peu longue à se mettre en branle. Quand on a un ingrédient sur lequel on a des doutes, on n'a pas un retrait immédiat, il va falloir quand même du temps. Et là, c'est le plus bel exemple. 1950, des médecins font un lien entre des décès de nourrissons et la présence d'acide borique borax dans des talcs pour bébés, et il faut attendre 2019 pour qu'effectivement cette famille d'ingrédients soit interdite définitivement dans les cosmétiques. Donc on peut penser effectivement qu'il y a un peu de lenteur parfois pour l'interdiction de certaines matières premières. Alors on peut se rassurer quand même en se disant qu'effectivement ces dérivés étaient abandonnés par l'industrie qui ne les utilisait plus. Et puis en particulier, il y avait une mention au niveau de la réglementation qui disait clairement que ces dérivés ne devaient pas être utilisés pour les nourrissons. Alors, 21e siècle, là, c'est le pompon. 21e siècle, j'ai appelé ça panique à bord. Il y a deux chercheuses, une chercheuse britannique qui s'appelle Philippa Darbre, qui est à la gauche de l'écran, et puis une chercheuse allemande qui s'appelle Margret Schlumpf, qui vont laisser tomber un mégot de cigarette dans la pinède.
ça va mettre le feu. Et vous le savez aussi bien que moi, le feu n'est pas éteint, il continue à couver et il fait vraiment des ravages dans le domaine cosmétique. Alors, il y a en particulier deux catégories d'ingrédients qui vont être touchés. D'une part, les conservateurs antimicrobiens avec Philippa d'Arbre qui, dans son microscope, va nous dire oh là là, ne les utilisez pas, ces parabènes sont responsables du développement de cancer du sein. Donc, évidemment, ça calme et on n'a pas envie de les employer, même si par la suite on va réhabiliter les parabènes en disant tiens, l'étude était malmenée, c'était un peu n'importe quoi, ce sont des ingrédients sûrs d'emploi et en particulier lorsque l'ester possède une courte chaîne carbonée comme les méthyl et éthylparabènes. Bon, donc on a cette histoire de cancer du sein qui nous est mis au-dessus de la tête et en particulier en disant mesdames, quand vous utilisez des déodorants, vous utilisez une sorte de bombe à retardement qui va engendrer plus tard un cancer du sein. Donc ça, voilà, c'est dans la salle de bain, c'est pour l'hygiène, c'est le déodorant. Et puis, on a Margaret Schlumpf. Alors, elle va nous empêcher d'aller nous exposer au soleil puisqu'elle va nous dire de façon quasi systématique, alors c'est pas tous les filtres, mais il y en a quand même beaucoup, elle va se brancher sur les filtres UV admis dans les cosmétiques et elle va nous dire attention, ce sont des perturbateurs endocriniens. Alors, elle utilise évidemment des modèles in vitro et ce que l'on a il y a beaucoup d'ingrédients, y compris dans la nature. On sait que les flavonoïdes sont des perturbateurs endocriniens. On n'a pas pour autant d'effet biologique par derrière. Donc, on a suscité de la peur, ça y est, on a mis le feu à la pinède et malheureusement, on n'a pas d'extincteur à portée de main. Alors, on peut employer ce terme d'incendie. J'aime bien également employer le terme de ver dans la pomme. C'est des publications, ce sont les premières publications scientifiques qui vont nous dire, mais attention, il y a une réglementation cosmétique, il y a des ingrédients qui sont autorisés, et malgré le fait qu'ils soient autorisés, nous, les chercheurs, on va vous dire, attention, ce sont des ingrédients qui sont dangereux. Donc, on revient finalement sur la pomme de notre naïve Blanche-Neige. Alors, depuis l'Antiquité, elle est habituée à manger des pommes empoisonnées, des pommes qui ont très bel aspect. Alors, maintenant, ça va changer. La pomme, c'est plus une pomme d'amour toute lustrée, toute rouge. On va nous tendre une pomme. Il y a un trou de verre et on va nous dire le cosmétique que vous utilisez, la pomme que vous vous apprêtez à manger, c'est une pomme qui n'est pas bonne puisqu'elle est contaminée par un ver. Alors, réaction de l'industrie. Alors, l'industrie, je dis l'industrie avec un grand L, bon, bien sûr, c'est pas toute l'industrie quand même. Il y a une fraction de l'industrie qui va rapidement, après l'affaire des parabènes, se saisir de l'extincteur qui lui semble le plus approprié en disant, bon, Philippe nous a dit, les parabènes, ça engendre un cancer du sein. Écoutez, ça va être très simple. Nous, on va se passer des parabènes. Donc, on va faire du 0 parabène, du 100 parabène, etc. Quitte à remplacer d'ailleurs par d'autres conservateurs antimicrobiens, pas forcément mieux, ou par des huiles essentielles, ou par de l'alcool, avec les limites que l'on peut accorder à l'un ou l'autre de ces conservateurs. Donc voilà, on a lancé la mode du 100. On a commencé avec le 100 parabène. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Une fois qu'on aura eu l'habitude d'apposer cette mention 100 sur les cosmétiques, on va faire du 100 PEG, sans silicone, et ça, vous connaissez très bien la chanson. Alors, on a vu la réaction de l'industriel. L'industriel, il a dit, vous m'avez dit que les parabènes étaient dangereux, hop, je les retire. Bon, maintenant, quelle est la réaction du consommateur? Il y a deux grandes catégories de consommateurs. Je les côtoie, vous les côtoyez. On a l'habitude de poser des questions et de voir ce qu'il en est. Il y a deux grands groupes.
Il y a la catégorie des consommateurs que j'appelle les consommateurs même pas peur. Je ne m'occupe pas des rumeurs, je ne lis pas les compositions cosmétiques, c'est des gens qui ne s'y connaissent pas et qui font confiance à l'industrie. Donc, on les a baptisés du nom de cosmétophiles, ils aiment les cosmétiques et c'est pas parce qu'il y a telle ou telle rumeur que ça va les empêcher d'utiliser leur déodorant, d'utiliser leur crème solaire ou un autre cosmétique de leur choix. Donc, il y a les consommateurs, même pas peur. Il y a les consommateurs, pas les conservateurs, les consommateurs, toujours peur. Alors, eux, ce sont effectivement des gens qui sont sensibles à toutes les rumeurs, à toutes les informations qui vont pouvoir circuler sur le net. Ils essaient de se renseigner. Malheureusement, souvent, ils n'ont pas les bases de chimie, ils n'ont pas les bases de toxicologie adéquates, ce qui fait que ça va être une proie facile pour toutes les personnes qui veulent traumatiser les gens vis-à-vis des cosmétiques. Et ce sont des gens qui vont avoir peur aussi bien des parabènes que des tensioactifs. Donc des gens qui vont plus vouloir se laver les cheveux avec des shampoings. Ils ont peur évidemment des silicones, des PEG. Ils vont avoir peur du fluor. Il faut voir que sur la toile, il y a quand même un site qui compare le fluor des dentifrices avec le gaz sarin ou avec le Prozac. Donc effectivement, de personnes qui mettent ce type d'information sur la toile ne fait pas la différence entre les sels fluorés et peut confondre aussi bien un antidépresseur qu'un gaz de guerre ou qu'un dentifrice du marché tout à fait légal. Bon, ça paraît gros quand on est du métier, quand on est le consommateur qui a peur de tout et qui est dans l'idée même d'un complot, en se disant il y a certainement des forces maléfiques qui sont véhiculées par l'industrie et qui veulent notre mort. Donc ça tombe dans ce style d'oreille. Et pour ce type de population, on a inventé le terme de cosmétophobes. Donc ce sont des gens qui vont effectivement avoir peur de tous les cosmétiques. C'est alimenté d'ailleurs parfois par certains professionnels de santé qui rentrent dans le jeu de dangereux. Alors, pour répondre pour répondre oui, à ces gens-là, et pour recontinuer, il faut plutôt continuer, excusez-moi, sur ces deux types de populations, on va avoir des attitudes qui ne sont pas forcément saines. Et nous, on aimerait qu'il y ait un juste milieu. Donc, pour les consommateurs qui n'ont pas peur, c'est-à-dire qui n'ont peur de rien, ce sont des consommateurs qui ne se soucient pas de toxicologie, qui vont utiliser, par exemple, au quotidien, se poser de questions. Récemment, là, sur les réseaux sociaux, Laurence Coiffard a dialogué avec une personne sur Twitter, une personne qui disait que le meilleur anti-âge pour elle, c'était le rétinol. Bon, donc tous les jours, elle met sa crème à base de rétinol. Et puis, comme elle sait qu'il y a des problèmes rétinol soleil, dès qu'elle sort, elle empile sur sa peau une crème à base de filtre UV. Et puis quand elle sort pas, elle conserve cette association rétinol-filtre UV. Donc il y a des attitudes un peu excessives de gens qui vont réaliser ce qu'on appelle le layering, c'est-à-dire le fait de mettre sur sa peau toutes sortes de cosmétiques encoulés. Et là, effectivement, à long terme, on peut certainement avoir des conséquences sur la santé. Donc, les mêmes pas peur, c'est évident, ce sont des gens qui font un peu n'importe quoi et qui peuvent détourner l'usage de cosmétiques pour en faire telle ou telle chose. Donc, c'est pas forcément une attitude très saine. Dans la catégorie de ceux qui ont toujours peur, malheureusement, on a des gens qui effectivement ne font pas confiance à l'industrie cosmétique. Et j'aimerais bien revenir sur la diapo précédente, en fait, parce que je trouve que les recettes, je ne sais pas si ça vous fait envie. Moi, personnellement, ça ne me fait pas du tout envie de me mettre ça sur la peau. Donc, puisque le consommateur a peur de l'industriel, il se dit, je vais faire mes cosmétiques moi-même. Et vous avez là sous les yeux un certain nombre de crèmes solaires mal faites avec des particules d'oxyde de zinc parce que c'est souvent ce qui est utilisé qui reste mal dispersé, des produits vraiment qui pour le coup sont dangereux. Donc la personne qui a peur de tout, bien la solution pour elle c'est les recettes maison et malheureusement ce sont certainement les recettes maison qui vont être les plus dangereuses du marché. Voilà.
Donc, j'ai voilà, j'ai pu montrer mes petites recettes prises sur la toile. Alors maintenant, on a la position de l'industrie. Qu'est-ce que le haut-parleur? Qu'est-ce qu'on va crier dans ce haut-parleur? Qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Il y a deux possibilités, hein. Je pense que c'est clair pour tout le monde. On voit bien ce qui se passe au niveau des services communication. La première option, enfin, c'est les sociétés qui vont s'adresser aux personnes qui ont peur et qui, j'ai envie de dire, vont en rajouter une couche. Donc, la personne a peur, ben, j'entretiens cette peur en disant vous avez raison d'avoir peur parce qu'effectivement, les ingrédients utilisés par une partie de l'industrie sont dangereux, donc venez chez nous et ce sera clean, ce sera safe. Deuxième option, une grande fraction quand même de l'industrie, et en particulier de ce que l'on appelle l'industrie du conventionnel, donc tout ce qui n'est pas bio. Il n'y a pas vraiment, mais ça commence un peu, il y a le germe là aussi. Jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment on ne se souciait pas de communiquer à destination des gens qui avaient peur et on s'adressait plutôt aux gens qui n'avaient pas peur et on mettait plutôt en avant l'efficacité en disant voilà, avec notre shampoing, vous aurez des cheveux merveilleusement lisses, avec notre éclaircissant, vous n'aurez plus de taches cutanées. Donc on insistait sur la notion d'efficacité. Alors, ces deux options, même vis-à-vis d'ailleurs de l'industrie du conventionnel, on voit que ça commence un peu à changer. Alors, à mon sens, hein, c'est vrai que je suis extérieure à l'industrie cosmétique, donc c'est vraiment un regard extérieur. Je pense que la meilleure option, ce serait vraiment de s'adresser à tout le monde et puis d'employer, mais alors pour de vrai, j'ai envie de dire, baser sa communication sur la transparence, mais la vraie transparence. Alors bien sûr, en ayant un service réglementaire béton. Deux étés de cela, une étudiante était arrivée au laboratoire avec une crème pour bébé qui contenait de l'acide salicylique, qui était commercialisée par une société qui se disait, là encore, extrêmement soucieuse de la sécurité de sa clientèle. Et il y avait malheureusement dans cette préparation un ingrédient intéressé chez le nourrisson. Donc l'élément crucial, c'est évidemment d'avoir un service réglementaire béton qui connaît parfaitement toutes les matières premières qui sont interdites et toutes les matières premières qui sont autorisées. Et puis dialoguer en transparence, c'est ce qu'a commencé à faire l'industrie en expliquant, en faisant de la pédagogie et en disant pourquoi on a utilisé tel ou tel ingrédient. J'utilise tel conservateur, c'est pas pour nuire à la santé, il est utilisé à petite dose et d'un point de vue toxicologique, c'est parfait et ça permet d'éviter de se mettre sur la peau un bouillon de culture. Donc, il faut également des connaissances galéniques solides. Comme je suis galéniste, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. On ne va pas commercialiser une huile nettoyante qui ne contient pas d'huile. On ne va pas mettre sur le marché une huile nettoyante qui est en réalité un gel douche très ordinaire. Donc, il faut de la sincérité au niveau des matières premières, il faut de la sincérité au niveau de l'excipient, donc au niveau de la galénique. Alors, je crois qu'on vous a perdu, Céline. Juste quelques secondes, peut-être, le temps qu'on retrouve le contact. Bon, on n'arrive toujours pas à voir Céline Couteau. À ce moment-là, je vais juste finir la dernière diapositive, donc qui parlait effectivement en conclusion au XXIe siècle. Voilà, siècle, on vous dit, de la communication. Où là, effectivement, il y a une avalanche de publications scientifiques. Elle parlait également des professionnels de la santé qui intervenaient beaucoup sur les réseaux sociaux. Les consommateurs ont l'information de plus en plus rapidement. Il faut qu'ils fassent effectivement le tri dans ces informations. Donc, il y a la nécessité de porter, alors comme dit Céline, des lunettes à sa vue, donc avec une vision claire, précise et faire la part des choses en fait entre ce qu'ils lisent et la vérité. Donc ne pas céder à l'angélisme, tout est bon. Ne pas céder à la dépression, tout est mauvais. Et mettre au point des cosmétiques gagnant-gagnant. Donc là, c'était aussi le mot de la fin sur l'efficacité des cosmétiques. On a parlé de sécurité, de prévention, mais quid de l'efficacité? Donc il faut allier justement l'innocuité de la formule, mais aussi ce qu'attend le consommateur, bien évidemment, c'est de l'efficacité produit.
Alors, on n'arrive toujours pas à rejoindre Céline. On va conclure donc du coup cette interview. Je remercie Céline Couteau de son intervention. Je rappelle que Céline travaille aussi en collaboration avec Laurence Coiffard et que sur son regard sur les cosmétiques est très inspiré et comme elle le dit, son regard est amusé, bienveillant et parfois courroucé. Donc vous êtes la bienvenue Céline à Technature pour une prochaine intervention, ce sera avec plaisir. Merci encore, merci de nous avoir suivis. Juste dommage pour cette fin d'interview. Et écoutez, retrouvez-nous la semaine prochaine. Très bon week-end à vous. À bientôt. Au revoir.